La météo devient-elle folle? C'est le titre d'un ouvrage que je vous invite absolument à lire de Chloé Nabédian, excellente journaliste météo sur France 2. Oui, la météo est-elle devenue folle, comme le dit Chloé? Parce que, comme vous, comme moi, vous avez constaté que, en l'espace de quelques jours, on a eu une amplitude thermique incroyable de 35 degrés. Oui, 35 degrés. Avec la masse d'air chaud qui nous est arrivée, on est au mois de juillet, il y a eu des températures 30 degrés qui ont été relevées sur la France, et d'un seul coup, en 2 jours, on est passé à moins 5 degrés dans le centre de la France. Bref, une amplitude de 35 degrés en quelques jours, j'oserais dire, c'est pas anormal, c'est vraiment exceptionnel. Donc, apparemment, la Terre ne tourne plus rond, la météo est devenue folle. Non, pas tant que ça mérite tout de même une petite explication et vous allez voir que ce qui s'est produit, s'est déjà produit et risque hélas de se reproduire. Alors, petite explication. Nous avons été d'un seul coup mis sous l'influence tantôt d'une masse d'air chaud en provenance du Sahara. La preuve, c'est qu'on a trouvé du sable un peu sur le pare-brise de nos voitures. Et puis, d'un seul coup, on a eu une descente d'air froid en provenance quasiment du pôle Nord, via le Groenland, l'Islande, et puis en oblique, c'est allé jusqu'à la Méditerranée, puisqu'il a même gelé sur le pourtour méditerranéen. Le coupable, c'est toujours le même. On vous en a déjà parlé dans cette rubrique, c'est le vortex polaire. Il y a en permanence au-dessus des pôles, et notamment du pôle Nord, comme vous voyez ici, une masse d'air très froide, située entre 20 et 60-70 km d'altitude, très froide, puisque la température descend jusqu'à moins 50, moins 70 degrés. Et elle tourne dans le sens de rotation de la Terre, vous voyez, faisant ce qu'on appelle un tourbillon, et ce tourbillon, ça s'appelle un vortex. Et puis, à la limite de ce tourbillon, en dessous, il y a ce qu'on appelle, vous êtes habitués, les courants de jet, qui eux aussi tournent dans le sens de rotation de la Terre, et marquent la séparation entre la masse d'air froid, vortex polaire, et puis les masses d'air beaucoup plus chaudes, disons beaucoup plus douces, beaucoup plus tempérées. Or, il s'est produit une anomalie sur ce vortex polaire qui reste bien confiné là-haut, sauf que, de temps en temps, il y a des anomalies. Les anomalies s'appellent le réchauffement du vortex polaire, c'est-à-dire qu'il y a des bouffées d'air chaud qui remontent en direction du vortex polaire. Il y en a une au-dessus de la Sibérie, et là, on en a une, nous, on l'a vécu, on a eu très chaud, c'était la température du mois de juillet, et l'air très chaud est remonté jusqu'au vortex polaire. Et du coup, si vous changez la masse d'air du vortex polaire, le vortex polaire qui tourne dans le sens de rotation de la Terre va se ralentir, parfois même s'arrêter, et même se mettre à tourner en sens inverse. Et là, ça a des conséquences. Et les conséquences, c'est quoi? S'il tourne en sens inverse, ça va ralentir beaucoup plus bas, c'est-à-dire à notre altitude, à nous, c'est-à-dire dans la tropopause entre 0 et 12 km, ça va ralentir notre courant jet. Si le courant jet se ralentit, il devient beaucoup plus mou, il oscille beaucoup plus, et donc, comme il marque la séparation entre l'air froid et l'air chaud, il laisse descendre l'air froid. Regardez sur cette animation qui est remarquable. C'est un véritable entonnoir d'une masse d'air très froid en provenance du vortex polaire, donc du pôle Nord, qui passe sur le Groenland, passe sur l'Islande, et est arrivé sur l'Europe pour aller jusque sur les bords de la Méditerranée. Et comme le ciel était clair, avec de l'air très froid, la suite logique, ce furent les gelées redoutables. On va en reparler. Alors, est-ce anormal? Non, ça s'est déjà produit. Et au mois d'avril, relève Météo France, il y a eu également le même type de record. Des mois d'avril très froids, on en a eu en 86, 89, 91, et puis 2003, qui a été très froid, avec moins 8 à Grenoble. D'où le dicton qui dit, vous savez, en avril, ne te découvre pas d'un fil. Là, il a été, hélas, bien vérifié. Et maintenant, on va regarder les conséquences, là, qui ont été très, très dures à supporter pour les agriculteurs. Oui, une véritable catastrophe, une hécatombe dans le domaine du végétal. Il faut bien reconnaître que les agriculteurs, les arboriculteurs ont joué de malchance et pour 3 raisons.
La première, ça a été la soudaineté du phénomène, c'est-à-dire que l'on est passé quasiment en quelques jours de l'été, puisque l'on avait 25 voire 30 degrés dans le centre de la France, à des températures de moins 5, moins 7, parfois moins 10 degrés. Ça, c'est le premier cas. Et ce qui a compliqué les choses, c'est que ils ont joué de malchance avec un ciel clair. Autrement dit, au petit matin, vers 5-6 heures du matin, chute de température par le rayonnement, ce qui a accru encore le gel. Et puis, le troisième point, ça a été que cette masse d'air froid en provenance, vous avez vu, du pôle, passe sur le Groenland, sur l'Islande, et déboule sur l'Angleterre et la France, a touché quasiment toute la France, sauf la façade atlantique, et a été jusqu'au pourtour méditerranéen. D'où des dégâts considérables qui touchent quasiment tout le pays. C'est-à-dire, il y a eu des gels dans les Ardennes, dans le Nord, le bassin parisien, le Val-de-Loire, et également Lyon, le Centre, la Bourgogne, le Beaujolais, la vallée du Rhône, donc l'Ardèche, la Drôme, et puis ça a été jusque sur les pourtours du bassin méditerranéen, puisqu'il a gelé à Montpellier, et donc les vignes en ont pris un coup. Voilà donc, hélas, l'état des lieux. Mais attention, ça s'est déjà produit dans le passé, et notamment, il y a eu une période et des dégâts considérables, on l'a oublié, mais en 2003. Alors, quelle est l'action du froid sur la végétation? Bon, on pourrait le résumer, allez, de trois façons. La première, lorsqu'on a affaire à des bourgeons. Les bourgeons, généralement, sont assez bien protégés. Pourquoi? Parce qu'ils ont des écailles, et à l'intérieur, il y a des petits poils qui emprisonnent de l'air. Et ils résistent assez bien jusqu'à des températures parfois de moins 10, moins 15. Deuxième état, c'est-à-dire nous sommes, comme vous le voyez ici, en fleurs. La partie la plus vulnérable de la fleur, vous voyez ici à l'intérieur, c'est le pistil. Donc si le pistil est gelé, eh bien c'est fichu. Mais d'une manière générale, la présence des pétales autour du pistil protège en partie la fleur. Et puis le troisième cas, c'est lorsque c'est noué, comme l'on dit, c'est-à-dire qu'il y a eu action du pollen et que l'on a des petits fruits. Et là, ces petits fruits ne contiennent pas assez de sucre pour servir d'antigel. Et donc là, c'est des dégâts, immédiatement, c'est le gel, et ces petits fruits sont morts, donc c'est la perte des récoltes qui peuvent aller jusque, on le dit, perte totale des cerisiers, des pommiers, des arbres fruitiers, et puis également la vigne qui est sinistrée à près de 90%. Alors, dernier point, après cet épisode qui, je vous le rappelle, se produit de temps à autre tous les 10 ans, eh bien, on connaît période de redoux actuellement, avec un flux d'air maritime ou en provenance du sud-ouest, donc radoucissement des températures de saison. On va aller vers sur le week-end, on a eu, disons, des 15-17 degrés. Mais attention, on va avoir une nouvelle alimentation, non plus en provenance du pôle, mais de Scandinavie, c'est-à-dire un courant de nord-est, qui va amener à nouveau chute de température, et on va connaître, donc surtout sur le centre de la France, des chutes de température de l'ordre de moins 3, moins 5, mais ça n'aura pas l'ampleur de ce qui s'est hélas passé il y a quelques semaines. Le dernier point, ma chère Chloé, vous voyez bien que la météo n'est pas en folie.